bienvenue sur Monaco Info, au sommaire de ce journal. Retour sur une conférence de presse qui vient de se tenir au Conseil national à l'ordre du jour des sujets de société. Des collégiens et lycéens ont assisté à une conférence débat du défenseur de la cause environnementale, Pierre Rabhi. Préparation d'ouvrages à l'occasion de la fête nationale pour l'association de Fil en Aiguille. L'artiste britannique Celia Pim était de passage au NMNM. Elle a tenu un atelier sur la réparation de textiles. Monaco reçoit le Paris Saint-Germain dimanche soir au Stade Louis II. La conférence de presse d'avant-match dans cette édition. Entretien avec notre invité du week-end, Christian Millet, le président des cuisiniers de France. Direction à présent le Conseil national où vient de se tenir une conférence de presse. Plusieurs sujets de société ont été évoqués, lesquels la réponse avec Fabien Bonilla. Le président du Conseil national, Stéphane Valéry, et la présidente de la Commission des droits de la femme et de la famille, Nathalie Amoretti-Blanc, ont réuni les médias monégasques pour aborder plusieurs thèmes ce vendredi matin. Le statut du chef de foyer, les différences salariales hommes et femmes, la protection des droits des femmes, en résumé, les inégalités entre les deux sexes. Je pense que le Conseil national en fait vraiment une priorité et demande, comme l'a demandé la majorité, qui a été élue par les Monégasques, et c'était une demande très forte des Monégasques, qu'il y ait une mise en place d'une commission de contrôle et de réclamation relative aux inégalités salariales, pour lutter contre ces inégalités. Toutes les femmes, je veux dire, qui se sentent victimes de cette injustice pourront saisir cette commission. Alors il faut que cette commission comporte parmi ses membres le haut-commissaire, tous les présidents des associations qui luttent de façon active à Monaco, et il y en a beaucoup, des associations qui luttent contre l'inégalité homme-femme, et puis pour la protection des droits des femmes. Et ça, j'en fais, en tant que président de la Commission des droits de la femme et de la famille, une priorité. D'autres thèmes ont été soulevés, notamment le statut de l'union libre et l'IVG. Le Conseil national est le lieu normal, légitime du débat pour toutes les questions de société, à travers les élus de toutes les sensibilités qui siègent dans ce Conseil national. J'ai donc annoncé ce matin que nous inscririons à la session de printemps 2019, c'est-à-dire entre avril et juin, des questions de société importantes à l'ordre du jour des séances publiques. Tout d'abord, la reconnaissance de l'union libre entre personnes de même sexe aussi, et entre personnes de sexe différents, mais il faut dans ce pays que la loi suive l'évolution des mentalités. Donc il y aura, le Conseil national amendera ce projet en ce sens, un contrat donc de vie commune entre personnes de sexe différents et entre personnes de même sexe. Et puis, je l'ai promis pendant la campagne électorale, là aussi, dès le printemps 2019, nous aurons un débat sur la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. C'est hors des campagnes électorales, de manière dépassionnée, loin de tout souci électoraliste, que doit avoir lieu ce débat légitime au sein de la société monégasque. Concernant l'interruption volontaire de grossesse, un débat aura lieu au Conseil national dès le mois de janvier 2019. À l'issue, une proposition de loi devrait être examinée en séance publique avant la fin du mois de juin prochain. Dans le cadre d'un partenariat avec la Direction nationale de la jeunesse et des sports et la mairie de Monaco, des collégiens et des lycéens de la principauté ont assisté à une conférence débat de Pierre Rabhi, un échange avec un ardent défenseur de la cause environnementale. Le reportage d'Émilie Rousseau. C'est une démarche publique qu'il n'avait pas prévue dans son existence. Pierre Rabhi, paysan, écrivain, penseur et désormais conférencier, est l'un des pionniers de l'agriculture écologique. Ce Français d'origine algérienne défend un mode de société plus respectueux des hommes et de la terre. C'est ce message qu'il a voulu transmettre à quelques 300 élèves des établissements scolaires de la Principauté. Un témoignage de la décision qu'il a prise avec son épouse il y a des dizaines d'années, une nouvelle éthique de vie vers une sobriété heureuse. J'ai voulu, si vous voulez, témoigner d'une vie que nous menons concrètement avec ma compagne, ma famille, donc une vie retour à la terre, installation à la terre, pas seulement pour l'agriculture, mais pour la nature, pour un art de vivre. Je pense que maintenant, il faut apprendre à vivre, quoi. On ne peut pas être simplement né sur terre pour produire et consommer. Il faut aussi avoir la vie, la nature, la protection de la nature,
se réjouir de la beauté de la vie. Et c'est ce qui donne une dimension importante à notre présence au monde. Les dégâts causés par l'homme sont-ils réversibles? Comment imaginer le futur de l'agriculture? Êtes-vous optimiste sur l'avenir de l'humanité? Pendant près d'1h30, Pierre Rabhi a répondu aux questions des collégiens et lycéens qui s'interrogent sur l'avenir de la planète. Il a tenu à éveiller les consciences sur ce qu'il nomme notre mère nature et le message est bien passé. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça nous montre vraiment on met un peu l'avenir de l'humanité en danger. C'est pas parce que, comme il a dit, que l'être humain en lui-même s'éteint, que la Terre va s'éteindre. Elle peut très bien continuer sans nous. Et donc il faut trouver des moyens pour qu'elle continue, mais avec nous. Et donc c'est très intéressant de connaître les différentes techniques pour y parvenir. Il a vraiment parlé avec son cœur, on voit qu'il a fond dedans. Et c'est rare les gens comme lui et je pense qu'il faudrait beaucoup plus de gens comme lui sur la planète pour conserver notre système. J'ai trouvé ses arguments très intéressants et qu'en soi, il faut faire quelque chose pour changer. Avant cette conférence, on m'en avait juste parlé comme ça avec mon prof d'italien, je ne le connaissais pas vraiment, mais il partage, je partage plusieurs de ses arguments. Je suis plutôt d'accord, l'écologie c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, notamment avec ce dont j'ai parlé, Pascal Pot. Je trouve que c'est quelque chose de très important maintenant. Cette conférence aura été le reflet des carnets d'alerte publiés par Pierre Rabhi et Juliette Duquesne. Une réflexion sur le monde apportée par l'art des choix qui amènera sûrement ses élèves monégasques à porter un regard différent sur leur mode de vie et de consommation. Une trentaine de petites mains s'activent pour préparer la fête nationale. Les brodeuses de l'association de fil en aiguille sont à pied d'œuvre et ne comptent plus leurs heures. Reportage. Elles sont toutes amies et partagent la même passion, la broderie, la couture ou le crochet. Une vingtaine de petites mains monégasques, françaises et italiennes se rassemblent une fois par semaine pour confectionner des ouvrages entièrement faits à la main et pour la bonne cause. Certains d'entre eux ont été spécialement réalisés pour soutenir la Fondation Princesse Grace. Tous les 2 ans, nous présentons une exposition de nos ouvrages et depuis quelques années, nous ajoutons une action sociale à côté. Il y a 2 ans, nous avons travaillé pour la MAD mondiale et cette année, c'était autour de la Fondation Princesse Grace. Nous avons brodé un peu plus de 100 ouvrages qui seront donnés à la Fondation Princesse Grace et nous aurons 44 ours parce qu'il y en a un qui s'est ajouté et qui ont été habillés soit par les dames, soit par des ateliers d'autres coutures, par différentes personnes. Et ils sont très beaux, vous avez vu comme ils sont jolis. Les fonds récoltés permettront aussi d'aider des brodeuses du Burundi qui apportent leur aide à des enfants atteints du sida. C'est un petit peu normal parce que nous sommes quand même en principauté, on a quand même des facilités et on s'est aperçu que ces dames du Burundi travaillent magnifiquement bien. Et il y a quelques années, elles ont travaillé pour nous, malheureusement, dans du tissu qui n'était pas de très très bonne qualité. Alors, nous qui aimons les choses bien faites, bien finies, enfin, on trouvait que c'était dramatique de travailler sur du tissu qui n'en valait pas la peine. Et c'est comme ça qu'on a pris la décision, on brode et on ramasse un petit peu d'argent et on envoie du tissu de très très bonne qualité pour qu'elles fassent des choses très belles sur du très bon matériel. Et je crois qu'on achète même les fils pour que tout soit beau du début à la fin. L'ensemble des ouvrages de ces brodeuses au grand cœur sera présenté à l'occasion d'une exposition les 20 et 21 novembre prochains à l'hôtel Hermitage. Une exposition qui sera inaugurée au lendemain de la fête nationale par le prince souverain et sa sœur, son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre. De fil en aiguille, passons à présent à un autre atelier. Rendons-nous à la Villa Paloma où s'est déroulé un atelier grand public avec l'artiste britannique Celia Pim autour de la réparation de textiles. Le reportage d'Alexandra Pani. Rapiécer ou raccommoder un vêtement, tricoter sont des pratiques qui se transmettaient de génération en génération. Tombées en désuétude, elles redeviennent tendance depuis quelques années. Comme un écho à une envie de consommer moins et mieux, mais aussi de revenir aux choses simples ou tout simplement cette satisfaction de réaliser soi-même un vêtement.
L'artiste britannique explore ces techniques depuis 2007. C'est donc naturellement que le NMNM a choisi de proposer un atelier autour de la réparation au grand public. Pour cet atelier, j'ai demandé aux participants d'amener un vêtement qui leur tient à cœur et je compte leur demander pourquoi ils y sont si attachés, pourquoi ils l'aiment, qu'il s'agisse d'un pull, de chaussettes. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'à travers notre discussion, nous allons mieux comprendre son histoire, pourquoi le vêtement s'est abîmé, de quelle manière il s'est détérioré. Si je prends celui-ci, il est abîmé au niveau du dos, parce qu'en fait, il est devenu trop petit. Ou la personne a peut-être pris un peu de poids, c'est pour ça. En fait, il s'est fatigué avec le temps. Nous allons être des détectives. Vous savez, tout apparaît comme une preuve. Après, lorsque l'on répare, je veux que la réparation apparaisse, un peu comme une cicatrice. Une dizaine de participants a répondu présent pour cet atelier. Que l'on pratique déjà ou que l'on soit de simples débutants venus chercher conseil, tous étaient les bienvenus. Moi, je suis venue un peu découvrir et surtout accompagner mon amie qui, elle, fait beaucoup de couture et s'y connaît. Moi, je viens découvrir et j'ai adoré les histoires et je vais essayer. C'est une première pour moi, tout ce qui est manuel comme ça. Mais j'aime beaucoup la créativité et puis les conseils. Voilà, c'est agréable. Aux côtés de Célia Pim, Noémie Margotto, restauratrice textile, était présente également pour partager ses propres techniques de restauration qui, contrairement aux reprises souvent très colorées de l'artiste britannique, sont-elles dans la discrétion et la subtilité. Et c'est dans cette même salle de la table des matières de la Villa Paloma qu'est exposée la Golden Cape. Nous en avions déjà parlé sur Monaco Info. Célia Pim nous en dit plus sur ce projet. Il s'agit d'une formidable mission. Elle nous a pris plus de 2 ans. J'ai travaillé avec un professionnel des costumes ici au NMNM afin de comprendre et de mesurer de près tous les dommages, car cette cape était très fragile. Et mon sentiment, c'est que cette cape a été portée sur scène dans des moments très exaltés. Alors j'ai dit simplement, je la prends et je vais la réparer. Je voulais voir si l'on pouvait revenir en arrière et faire qu'elle soit de nouveau portée en tant que costume. Car l'autre point important, c'est cette part de rêve apportée par cette cape. Et je tenais à ce que des personnes puissent de nouveau toucher ce rêve. Ce projet nous a amené à travailler la cape, voire plutôt à la diviser par morceaux, avec beaucoup de soie. Quand je l'ai terminée, j'ai pris cette cape réparée et je l'ai amenée en Islande, en Grande-Bretagne et bien sûr ici à Monaco. J'ai alors invité de nombreuses personnes à venir la porter dans tous ces endroits pour plusieurs shootings photos. Et ce qui s'est dégagé de ces instants qui étaient magnifiques, eh bien, c'est que cette cape a repris vie. Nous savions qu'elle avait été portée sur la scène de l'opéra il y a 100 ans, mais depuis, plus rien. Nous n'avions plus d'informations après cela. Était-elle remontée sur scène? Je sais que oui, car il y a beaucoup de traces de dommages suite à une grande vie, j'imagine, dans le monde artistique. Mais là, nous donnons de nouveaux échos justement à cette vie. Passons au sport à présent et au football. En clôture de la 13e journée de Ligue 1, Monaco reçoit dimanche le Paris Saint-Germain. Une grosse affiche, mais pas forcément le meilleur adversaire pour reprendre confiance. Frédéric Hélion. Les saisons passées, Monaco-Paris, c'était un choc pour le titre ou pour l'Europe. Dimanche, l'affiche reste belle, mais opposera un Monaco en crise, 19e du championnat, et incapable de gagner un match depuis le 11 août, un PSG intouchable, leader qui écrase tout sur son passage, vainqueur de ses 12 premiers matchs de Ligue 1. Pas vraiment l'adversaire idéal pour se relancer et reprendre confiance, mais Thierry Henry ne veut pas partir battu, même s'il est conscient de la difficulté de la tâche. Quand tu joues le PSG, personne ne s'attend à qu'une équipe prenne des points. Et je pense encore moins pour certaines personnes quand ça parle de nous à l'heure actuelle. Mais nous, faut qu'on essaie de prendre les points où on peut les prendre. Après, je ne peux pas dire on n'a rien à perdre, parce qu'à l'arrivée, tu as quelque chose quand même à perdre. Mais voilà, je comprends le débat, hein, quand les gens
il y a le PSG qui arrive, ça c'est des points en général qu'on ne prend pas dans l'année, et si on en prend, c'est un bonus. Nous, ça serait plus qu'un bonus, ça c'est sûr. Le PSG reste sur 7 victoires d'affilée face à Monaco. Sur le papier et au vu des dynamiques des deux équipes, Paris est largement favori. Monaco va devoir aller chercher l'exploit à l'image de ce que l'on voit parfois en Coupe de France. Je pense que vous avez vu comment aussi des matchs de coupe, des fois où une équipe devait battre une autre à plat de couture et ça ne s'est pas passé. On a vu des belles histoires par le passé en Coupe d'Europe ou alors en Coupe de France. Donc voilà, il faut qu'on arrive à rendre ce match un peu en match de coupe. Quand une équipe de Ligue 1, des fois, va jouer contre une équipe de nationale à l'extérieur, on voit des fois des scores serrés, des 1-1, des 2-1, des prolongations, et ça va au pénalty. Donc voilà où nous, on est à l'heure actuelle. Mais encore une fois, retourner à la base et surtout, quand on est sur cette base un peu plus défensive, il faut aussi gagner ses duels. Monaco se présentera une nouvelle fois amoindri dimanche soir, décimé même, avec 14 absents, notamment Jovetic, Golovin, Rony Lopez et Glick, auquel il faut ajouter la suspension de Tielemans, un vrai casse-tête pour Thierry Henry. Dans le reste de l'actualité en principauté. Un point en plein océan sur la route du Rhum. Nous suivons pour vous régulièrement la catégorie des IMOCA 60 et en particulier le monocoque monégasque Malizia 2. Eh bien, sachez que Boris Herrmann était en tête à la mi-journée vendredi dans cette catégorie devant Alex Thomson. Il a fait le choix d'une route plus au nord que ses rivaux. Mais avant de clôturer ce journal, je vous propose de retrouver notre invité du week-end. Son nom, Christian Millet. Il est le président des Cuisiniers de France. Et lors de son passage en principauté, j'ai pu m'entretenir avec lui. C'est tout de suite sur Monaco Info. Christian Millet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président des Cuisiniers de France. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, parlez-nous de cette association. Les Cuisiniers de France, c'est une très ancienne association de cuisiniers. Je pense que c'est la plus vieille, la plus ancienne du moins, depuis 1840. Donc, c'est une association qui, essentiellement, a pour but, bien sûr, la protection de l'art culinaire français. Et en même temps, nous faisons de la philanthropie, c'est-à-dire que nous occupons des jeunes, des moins jeunes, et des très âgés. Je m'explique, pour que ce soit clair. Nous avons à Paris un bâtiment où nous possédons 51 studios que nous louons aux jeunes cuisiniers qui veulent monter sur Paris à des prix tout à fait raisonnables, de façon à ce qu'ils puissent se loger, parce que se loger sur Paris, c'est guère possible. Dans l'intermède, on fait un peu de mutuelle pour ceux qui n'ont pas de mutuelle ou qui n'en ont pas eu maintenant, on fait un peu de mutuelle. Et puis nous avons une maison de retraite à Cormeilles-en-Parisis, donc on s'occupe de nos anciens, qui est considérée comme la plus belle maison de retraite d'Île-de-France. Pas nous qui le disons, c'est la presse. Alors la philanthropie et la tradition sont au cœur de l'association. Absolument. C'est important justement de véhiculer ce genre de valeurs. Tout à fait, d'abord c'est important puis c'est indispensable. À l'époque où on vit, c'est indispensable. Un jeune qui monte à Paris, un jeune monégasque qui monte à Paris, avec le salaire qu'il aurait en tant que commis cuisinier, peut difficilement se loger sur Paris. Ou alors ça lui mange son salaire. Donc nous on s'occupe de ça. Voilà, on le loge à des prix tout à fait raisonnables, de façon à ce qu'il puisse venir. Voilà. Les anciens c'est pareil. C'est une vocation, c'était un peu le but de l'association, si vous voulez. Et puis alors, une revue culinaire qui existe depuis 1920 exact. Et où Monaco est mis à l'honneur. Alors, dans le numéro, puisque c'est un numéro qui sort tous les 2 mois, dans ce numéro, effectivement, les chefs monégasques sont à l'honneur. Notre ami Philippe Joannès, notre ami Francis Poitvin et 3 autres chefs monégasques sont mis à l'honneur dans la revue, dans ce numéro de la revue. Voilà. Alors, vous êtes ici en principauté. Oui. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, l'honneur de ma visite, c'est de me rendre à l'invitation de mon ami Francis Poitvin, donc le propriétaire du Quai des Artistes, à une cérémonie qui aura lieu demain soir de l'association industrielle hôtelière monégasque, où j'aurai l'honneur de rendre hommage à M. Paul Bocuse. Et après, il y aura la remise des awards de l'hôtellerie monégasque. Voilà. Alors,
Quelles sont les nouvelles tendances de la cuisine française? Les nouvelles tendances de la cuisine française, on est tourné beaucoup vers le légume, vers les choses très très légères, le sans gluten, le bio, enfin toutes ces choses-là. Alors, ne me demandez pas ce que j'en pense, je vous le dirai pas, mais quand on voit la rondeur de mon ventre, on sait que c'est pas tout à fait ma cuisine. Enfin, c'est la cuisine de maintenant. C'est ce que moi je l'appelle une cuisine de jardinier. On met beaucoup de fleurs, on met beaucoup de choses. Et bon, voilà. Vous êtes de passage en Principauté. Oui. Nous sommes ici, au Quai des Artistes. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la place culinaire monégasque? Je connais peu, je vais vous dire un truc. Je pense que le Quai des Artistes est considéré comme l'un des meilleurs restaurants de Monaco. Si on accepte notre ami Ducasse ou Louis XV, enfin c'est plus tout le même genre de gastronomie, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Voilà, donc je pense que c'est une jolie ville. Moi je connais peu, hein, c'est la deuxième fois que j'y viens. Je connais peu, mais le peu que j'en vois, ça me paraît tout à fait intéressant. Quel est le plat que vous adorez préparer? Moi, si je vous le dis, c'est un plat tout à fait ordinaire. Un excellent pot-au-feu, pour moi, c'est un grand plat. Et celui que vous préférez manger? Je vais vous dire toujours le même, un excellent pot-au-feu. Et quand vous sur étiez une enfant? grande table. Mais quand j'étais enfant, c'était pareil. Justement, si on aime ça, c'est parce qu'enfant, on a connu ça. Les plats, je vais vous dire, des plats très classiques. Un très bon bourguignon, quand c'est bien fait, c'est un grand plat. Une grande blanquette de veau, quand c'est bien fait. Malheureusement, c'est de moins en moins souvent bien fait, mais quand c'est bien fait, c'est un grand plat. Bon, après, vous avez toute la cuisine un peu esthétique. C'est plus esthétique que bon de temps en temps, d'ailleurs. Mais bon... Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la cuisine française de demain? J'espère qu'il y aura un bel avenir. J'espère que les jeunes continueront à se tourner vers ce métier. Quoique ce n'est pas un métier facile pour les jeunes. C'est un métier, on travaille le midi, on travaille le soir. On en parlait avec mon ami Francis tout à l'heure. C'est compliqué de trouver des gens maintenant qui veulent faire ce métier. Mais de plus en plus d'émissions culinaires qui attirent la jeunesse. Qui ne donnent pas vraiment. Alors, c'est très bien toutes ces émissions culinaires. Ça permet de faire connaître notre métier. Ça peut créer des vocations, mais sont-ce de vraies vocations? Parce que les jeunes, ils font pas ça un peu ça, parce qu'ils ont vu ça à la télé. Puis après, quand ils se retrouvent confrontés à la réalité, c'est autre chose, c'est différent. Alors justement, vous qui êtes habitué à rencontrer de jeunes cuisiniers, quels sont leurs rêves ou leurs attentes? Ils rêvent tous de devenir grands chefs, ils veulent tous devenir Paul Bocuse, Joël Robuchon, Alain Ducasse. Malheureusement, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, quoi. C'est un don, mais c'est également beaucoup de travail. C'est un don, puis c'est un gros travail. Et puis après, il y a aussi un facteur chance. Il ne faut pas non plus l'ignorer. Il y a aussi un facteur chance. Christian Millet, merci beaucoup de rien, pour cet plaisir. entretien. Plaisir. Il est à présent temps de passer en revue votre carte météorologique pour les jours à venir. Les prévisions du week-end ne vont pas particulièrement être réjouissantes. La preuve, samedi, le soleil sera de nouveau caché par de nombreux nuages gris et menaçants avec de la pluie tout au long de la journée. Dimanche, quasiment aucun changement. Les températures seront comprises entre 13 et 15 degrés. Lundi, poursuite de ce temps très automnal marqué une nouvelle fois par beaucoup de pluie. Mais bonne nouvelle, nous ne devrions plus avoir besoin des parapluies à partir de mardi. Jeudi, retour d'un soleil franc et persistant. Je vous propose de nous quitter à présent en musique avec un extrait de Yana qui s'est produit au Thursday Live Session. À très bientôt sur Monaco Info. A little bit